Dans ce monde, les sorcières existent. Dotées de pouvoirs inimaginables, elles étaient considérées comme l'incarnation du mal. Notre protagoniste, Cheng Yan, un ingénieur moderne, se retrouve projeté dans le corps d'un prince médiéval. Ce dernier, déterminé à fusionner la technologie industrielle moderne et les capacités magiques des sorcières, aspire à bâtir un royaume puissant et à rencontrer son harem de sorcières. L'histoire commence lorsque Cheng Yan entend une voix l'appeler, et un murmure résonner à son oreille. « Réveillez-vous, Votre Altesse. Votre Altesse, réveillez-vous. » Lentement, il ouvre les yeux. Une confusion l'envahit aussitôt. Où est-il? Il est assis sur une chaise en métal. Devant lui, un paysage étrange, de petites maisons en bois et en briques, un groupe de personnes rassemblées, scandant des paroles qu'il ne comprend pas encore. Puis, soudain, les souvenirs affluent dans son esprit. Il est à présent Roland Wimbledon, 4e prince du royaume de Greycastle. Il découvre alors l'existence d'un décret royal, établi par son père, visant à déterminer le futur souverain. La règle est simple, chacun des 5 enfants du roi est envoyé dans un territoire distinct et doit prouver sa capacité à gouverner. Après 5 ans, le plus méritant héritera du trône. Mais Roland comprend rapidement une chose essentielle, ce n'est pas un jeu de stratégie en temps réel. La compétition est loin d'être équitable. Chacun de ses frères et sœurs ne part pas avec les mêmes avantages. Voici les 4 autres prétendants. L'aîné, un guerrier redoutable mais totalement écervelé. Le 2e prince, immensément riche mais rusé et perfide. La 3e princesse, une stratège militaire hors pair, aussi impitoyable que talentueuse. La Benjamine, d'une intelligence exceptionnelle, belle mais silencieuse. Quant à Roland, son passé est peu glorieux, il n'était qu'un bon à rien, noyé dans l'alcool et les plaisirs, cherchant presque délibérément à s'attirer des ennuis. Son territoire d'affectation? Une ville frontalière misérable, sous-développée, quasi désertique, un endroit où même les oiseaux ne daigneraient pas laisser leurs excréments. En contemplant sa situation, Roland pose la main sur son visage. La tâche s'annonce ardue. Mais ses pensées sont brutalement interrompues. Devant lui, un groupe d'hommes âgés, le visage couvert de cheveux grisonnants, l'exhorte à donner l'ordre d'une exécution. Roland lève les yeux et aperçoit une foule massée sur la place centrale. Tous fixent un même point, l'échafaud. Là, une corde de chanvre est attachée au cou d'une personne vêtue d'une chemise grise, sale et usée. Ses mains sont liées derrière son dos. Malgré son corps frêle et tremblant, ses longs cheveux blonds flottent légèrement sous l'effet du vent. Une poitrine légèrement relevée. Une femme. Roland fronce les sourcils. Comment peut-on faire preuve d'une telle barbarie? Il refuse de croire ce qu'il voit. Quel genre de folie est-ce là? Et libérer cette sorcière. Sa voix claque dans l'air, forte et limpide, plongeant la foule, ses ministres et ses gardes dans un silence abasourdi. Face aux regards incrédules, il tente de justifier son ordre, il est fatigué, l'exécution aura lieu un autre jour. Mais son chevalier en chef, Carter, s'avance et tente de l'en dissuader. Il insiste, l'identité de la sorcière a été confirmée, elle doit être mise à mort. Craignant que d'autres sorcières ne viennent la secourir, le chevalier semblait nerveux. Roland l'observa un instant et ne put s'empêcher de penser, un chevalier, dont le bras est plus gros que le torse d'un homme moyen, a peur de filles 2 fois plus petites que lui? Ridicule. Il détourna le regard et s'éloigna en lâchant, presque amusé. Autant en attirer d'autres, on pourra toutes les capturer en même temps. Sans plus d'explication, il retourna dans son château délabré, referma la porte derrière lui et poussa un long soupir. Enfin seul, il prit le temps de réfléchir à la situation. Il ne voyait qu'une seule explication, il avait dû mourir d'épuisement et s'était retrouvé projeté dans ce monde. L'inquiétude du départ laissa bientôt place à l'acceptation. Il était Roland désormais, et il lui fallait comprendre ce monde dans lequel il était tombé. Plus tard dans la journée, Roland descendit lentement un escalier en compagnie de Carter, le chevalier en chef. Ils atteignirent finalement les profondeurs de la prison de la ville frontalière. Carter ne cessa de répéter combien une sorcière pouvait être dangereuse, mais Roland ne fit que se moquer de lui. Comment mon chevalier en chef peut-il avoir peur d'une fille? Quelques instants plus tard, ils arrivèrent devant une cellule exiguë, scellée par d'épaisses barreaux de métal. À l'intérieur, recroquevillée dans un coin, une jeune fille vêtue d'une chemise grise, fine et sale. Ses mains étaient attachées derrière son dos. Lorsqu'elle se leva et planta son regard dans celui de Roland, ce dernier sentit son cœur rater un battement. Elle était belle, d'une beauté froide et sereine. Ses yeux bleus clairs, paisibles comme la surface d'un lac, ne laissaient transparaître ni peur, ni colère, ni haine. Intrigué, Roland lui fit signe d'approcher pour mieux l'observer. Carter bondit immédiatement devant lui, l'empêchant d'avancer. « N'approchez pas. Elle est dangereuse. » Roland posa une main sur son épaule et murmura. « Du calme. » Il reporta ensuite son attention sur la jeune fille et lui demanda de raconter son histoire. « Je m'appelle Anna, » répondit-elle d'une voix claire. « Mon père travaillait à la mine. Un jour, il y a eu un éboulement, et il s'est retrouvé coincé à l'intérieur. » Elle marqua une pause avant de poursuivre.
Un ouvrier a profité du chaos pour lui voler ses biens. Mais il a été surpris en pleine action par un couple de voisins. Pris sur le fait, il a saisi un pic et les a attaqués, blessant gravement l'homme. Juste avant qu'il ne porte le coup fatal, Elle baissa les yeux. J'ai éveillé mon pouvoir. Et il a brûlé sur place. Un silence pesant s'installa. Puis, après un instant, elle reprit. Nous avons réussi à extraire mon père des décombres. J'ai supplié nos voisins de ne rien dire. Et pourtant, on t'a dénoncé, l'interrompit Roland, devinant la suite. Anna acquiesça lentement. Ce n'est pas le voisinage qui m'a trahi. C'est mon père. À ces mots, le ministre, présent dans la pièce, s'empressa de recommander l'exécution immédiate d'Anna. Mais Roland déclina l'offre. Pas si vite. Je veux voir ce dont elle est capable. Anna laissa échapper un rire moqueur. Vous voulez assister à ce que vous appelez le pouvoir du diable? Roland ne broncha pas. Montre-moi. Elle le fixa un instant, puis haussa un sourcil en apercevant son médaillon. Ce bijou scelle mes pouvoirs. Es-tu sûr de vouloir tenter le diable? Son regard était perçant, presque amusé. Mais Roland ne recula pas. Sans attendre, il tendit la main et arracha le médaillon. Anna resta figée, les yeux écarquillés. Montre-moi encore, ordonna-t-il en jetant le bijou derrière lui. L'instant d'après, une chaleur intense envahit la cellule. Sous les pieds nus d'Anna, une étincelle jaillit et s'éleva en une flamme éclatante, illuminant la pièce d'une lumière éblouissante. Roland était stupéfait. Il ne comprenait pas comment cela pouvait être possible. Était-ce de la chimie? Une forme avancée de technologie? Ou de la véritable magie? Sous ses yeux, Anna avançait lentement vers la grille de sa cellule. Les flammes qui l'entouraient étaient si intenses qu'elles faisaient fondre les barreaux métalliques, les réduisant à un liquide incandescent. Carter se précipita devant Roland, cherchant à le protéger. Mais Roland, sous le choc, fixait les barreaux fondus, sidéré par la puissance des sorcières. Il comprenait enfin pourquoi tant de gens les redoutaient. Anna brûla les cordes qui lui entravaient les poignets, leva la main et s'avança inexorablement vers lui. Quelques instants plus tard, les flammes s'évanouirent, comme si rien ne s'était jamais produit, hormis la vapeur et l'odeur de métal brûlé qui flottait encore dans l'air. C'était une confirmation indéniable, la magie existait bel et bien dans ce monde. Mais Roland ne ressentait ni peur ni appréhension. Au contraire, une excitation intense l'envahissait. Il envisageait déjà les innombrables applications d'un tel pouvoir, machine à vapeur, fusion de l'acier, moulage du fer, fabrication d'outils modernes. Anna plongea son regard dans le sien. Puis, d'une voix calme, elle lui dit qu'elle avait satisfait sa curiosité. Alors, qu'il en finisse et la tue. Roland observa la jeune fille, frêle mais résolue, presque nue, et sans hésiter, il retira sa veste pour la lui jeter sur les épaules. Il tendit la main vers elle et déclara avec assurance qu'il avait pris une décision, il comptait l'embaucher. L'incroyable démonstration de pouvoir d'Anna avait éveillé en lui une réflexion scientifique. Il songea aussitôt à la deuxième loi de la thermodynamique, qui stipule que l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter avec le temps. Pourtant, dans ce monde, avec la magie, cette contrainte pouvait être contournée. C'était plus révolutionnaire encore que l'invention du mouvement perpétuel. Le ministre, abasourdi, resta sans voix en entendant Roland affirmer vouloir employer une sorcière. Mais Roland ne chercha pas à se justifier davantage. Il ordonna immédiatement qu'un contrat de travail soit rédigé et que l'on prépare un logement pour Anna. De retour à sa résidence, Roland dut faire face aux tentatives répétées du ministre pour le dissuader. Ce dernier lui rappelait sans cesse à quel point les sorcières étaient dangereuses et à quel point sa décision était risquée. Mais Roland l'interrompit fermement. Pour lui, les sorcières n'étaient ni des monstres ni des démons. Puis, d'un ton déterminé, il déclara. Nous n'avons ni argent, ni armée, ni ressources. Si je veux rivaliser avec mes frères et sœurs, j'ai besoin de l'aide des sorcières. Il est temps d'abandonner ces préjugés absurdes. Le ministre, ébranlé par cette déclaration, resta un instant interdit. Finalement, Roland lui ordonna d'amener Anna auprès de lui. Pendant ce temps, Anna était baignée par deux servantes. Après l'avoir soigneusement lavée, elles lui présentèrent une tenue de travail. Trouvant cette tenue étrange, Anna hésita un instant avant de l'enfiler malgré tout. À l'extérieur de la résidence, une domestique guida Anna vers Roland. Ce dernier, accompagné de Carter, inspectait une cabane en bois qu'ils avaient fait construire pour qu'Anna puisse pratiquer la fusion des métaux. Quelques instants plus tard, Anna arriva enfin. Lorsque Roland la vit dans sa nouvelle tenue, il resta figé. Ses longs cheveux soyeux brillaient sous la lumière, sa peau laiteuse semblait irréelle, et son regard, où perçait une légère gêne, lui donnait un charme saisissant. Mince mais harmonieusement proportionnée, elle irradiait une beauté naturelle troublante. Roland se félicita de sa décision. L'uniforme de travail ordinaire lui semblait trop banal, tandis qu'une robe de magicien aurait été encombrante. Mais la tenue de domestique, elle était tout simplement parfaite pour Anna. Face à cette générosité soudaine, Anna lui demanda. « Pourquoi me traites-tu si bien? Tu es même allé jusqu'à signer un contrat avec moi. » Roland, sans ciller,
sourit légèrement. Une nouvelle ère commençait. Alors que les souvenirs refaisaient surface dans son esprit, le rappel cruel de la façon dont tout le monde l'avait traitée après avoir découvert qu'elle était une sorcière, Anna sentit une nouvelle fois la main de Roland se tendre vers elle. Avec une assurance inébranlable, il déclara qu'il ne croyait pas à ces absurdités. Il avait confiance en elle, en son pouvoir. Une lueur brilla dans les yeux d'Anna lorsqu'elle posa sa main sur celle de Roland, la serrant doucement, avant de lui promettre de l'aider et d'apprendre à maîtriser et utiliser son don. Dans l'abri en bois, la pièce était envahie par la vapeur. Anna, haletante, s'entraînait à contrôler son pouvoir. Après de multiples échecs, les flammes jaillissaient toujours de ses pieds, s'élevant et finissant par envelopper entièrement son corps. D'un coup, elle perdit le contrôle du feu, et ses vêtements furent de nouveau réduits en cendres. Soudain, un coup frappé avec force retentit à la porte. Carter et le ministre surgirent en courant, annonçant avec urgence qu'une patrouille venait de détecter des traces de créatures démoniaques. L'inquiétude se lut aussitôt sur tous les visages, y compris celui d'Anna, mais Roland, lui, restait perplexe. Désormais, appelons le ministre par son véritable nom, Baroff ouvrit la porte sans détour et s'adressa directement à Roland. Il lui annonça d'un ton grave que le mois du démon approchait. Le mois du démon? Roland resta pensif un instant, le terme lui était familier, mais il peinait à en saisir toute la signification. En regardant Anna, il remarqua son expression terrifiée. Rien qu'à son regard, il comprit que la situation était bien plus sérieuse qu'il ne l'avait imaginé. Baroff expliqua alors que le mois du démon arrivait chaque hiver, après les premières chutes de neige. Le soleil devenait alors pâle et voilé, et les portes de l'enfer, cachées dans les montagnes, s'ouvraient. Malheureusement, la ville frontière n'avait pas les moyens de se défendre. Ainsi, chaque année, ses habitants devaient fuir vers la forteresse la plus proche, la forteresse de Chandoux. Baroff tenta de rassurer Roland en lui affirmant que sa sécurité serait toujours une priorité. Mais Roland, intrigué, lui posa une question, « Avez-vous déjà vu cette porte de l'enfer » Baroff secoua la tête et répondit franchement, « Il est impossible pour une personne ordinaire de la voir. Les montagnes de Longis sont infranchissables, et quiconque s'en approche est submergé par une aura maléfique. Cela provoque des nausées, et dans certains cas, rend fou au point de perdre conscience. » Il marqua une pause. À moins que... Roland fronça les sourcils et l'encouragea à poursuivre. Baroff échangea un regard avec Anna avant de répondre. À moins que cette personne ne soit une sorcière. Seules les sorcières peuvent voir la porte de l'enfer, car elles sont déjà infectées. Roland n'apprécia guère cette révélation, mais il garda son calme et poursuivit ses questions sur les créatures démoniaques. Cependant, puisque Baroff venait d'arriver en ville, lui-même n'en avait jamais vu. Il ne put donc apporter que peu de réponses. Malgré tout, Roland commença à organiser ses pensées. Si les habitants sont forcés de fuir chaque année, alors cette ville ne pourra jamais prospérer. Puisque la forteresse de Chandoux parvient à repousser les bêtes démoniaques, cela signifie qu'elles peuvent être vaincues. Elles ne sont donc pas invincibles. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas les vaincre ici, dans cette ville frontière? Baroff, en sueur, répondit nerveusement à Roland. Contrairement à la forteresse de Changy, expliqua-t-il franchement, la ville frontière ne possédait ni de hauts murs, ni de troupes d'élite dirigées par le duc Ryan. Roland fronça les sourcils avant de laisser échapper un rictus. Il comprenait enfin la véritable raison de l'existence de cette ville, elle n'avait été construite qu'avec un seul objectif en tête, servir d'alarme pour la forteresse. S'il voulait réellement développer la ville frontière, il devait s'y ancrer profondément. Peu importaient les obstacles, tant que les habitants acceptaient d'y rester. Il ordonna alors à Baroff de rassembler tous les gardes locaux, chasseurs et fermiers. Mais il ajouta des conditions, ils devaient vivre ici depuis plus de 5 ans, et s'il y avait des volontaires ayant déjà survécu au mois du démon ou combattu les bêtes démoniaques, ils seraient prioritaires. Après avoir donné ses ordres, Roland se retira avec Anna dans le jardin arrière pour savourer un dessert. C'était la première fois qu'Anna goûtait un gâteau d'une telle finesse. Tandis qu'elle mâchait lentement, savourant chaque bouchée, Roland en profita pour lui poser des questions sur le mois du démon. Les yeux baissés, Anna expliqua d'une voix calme ce que vivaient les paysans durant cette période effroyable. Comme elle et son père, la plupart devaient migrer vers la forteresse, apportant leur récolte annuelle en échange de nourriture et d'or. La forteresse mettait en place un camp de réfugiés temporaires, mais la durée du mois du démon variait. Parfois, il s'étendait sur 4 longs mois. Or, les officiers de la forteresse leur annonçaient toujours que leurs provisions ne suffisaient que pour 3 mois. Le manque de nourriture et de ressources entraînait alors des actes de brutalité. Les plus faibles se faisaient voler leurs rations et finissaient par mourir de faim. Les yeux d'Anna s'embuèrent. En voyant cela, Roland devina à quel point cette époque avait dû être difficile pour elle. « Ton père ?» Avant même qu'il ne termine sa phrase, Anna l'interrompit. Son père avait fait de son mieux pour la protéger. Un silence s'installa entre eux. Puis, d'une voix presque imperceptible, elle murmura. 25 pièces d'or. Elle faisait référence à la récompense offerte à quiconque dénonçait une sorcière. Elle ajouta, d'un ton amer.
Et il voulait juste continuer à vivre. Les mots d'Anna déclenchèrent une colère froide chez Roland. Il abattit son poing sur la table et lui fit une promesse. Cela n'arrivera plus jamais ici, dans la ville frontière. Puis, il se leva et se dirigea lentement vers son bureau, où il exigea de voir Baroff. Ce dernier arriva accompagné de 3 hommes. 2 étaient des gardes, les capitaines de patrouille chargés d'allumer les feux d'alerte chaque année pour prévenir la forteresse de l'attaque des bêtes démoniaques. Le 3e était un chasseur local, un homme massif à la chevelure bleue, marqué par une imposante cicatrice sur le visage. Non seulement j'ai affronté une bête démoniaque, déclara-t-il, mais j'en ai tué 2. Roland hocha la tête et ordonna aux 3 hommes de se présenter un par un. Le plus jeune des gardes était extrêmement nerveux en s'adressant à lui, probablement la première fois qu'il voyait un prince d'aussi près. Il bégaya en parlant, expliquant que lorsque la neige commencerait à tomber, ils allumeraient le feu de signalisation dans la tour située près de la mine au nord. Ce serait le signal indiquant que les bêtes démoniaques avaient traversé la forêt. Ensuite, ils emprunteraient un passage secret pour revenir rapidement. Roland désigna alors l'autre garde et lui ordonna d'être le seul à répondre aux questions à partir de maintenant. Il lui demanda à quoi ressemblaient ces créatures et s'il était possible de les tuer. Le second garde, bien que nerveux, réussit à s'exprimer sans bégayer. Des gouttes de sueur perlaient sous son casque. Il expliqua que les bêtes démoniaques étaient à l'origine des animaux ordinaires, corrompus par une aura maléfique qui les rendait furieux et extrêmement agressifs. Toutefois, elles pouvaient être abattues. D'ailleurs, la cavalerie du bastion de Shanggu était régulièrement envoyée pour éliminer les survivants. Soudain, le chasseur frappa le sol du pied, posa un genou à terre et s'écria d'une voix forte que ces créatures n'avaient rien d'intimidant. Il afficha un sourire fier et déclara avoir déjà tué 2 de ces monstres. Même Roland fut surpris par l'aura imposante de cet homme, qui dépassait largement les 2 mètres de haut. À ses côtés, Baroff prit la parole pour le présenter, il s'appelait Axe, et selon les rumeurs, sa taille exceptionnelle s'expliquait par le fait qu'il possédait du sang de géant magin dans ses veines. Axe raconta ensuite comment il avait éliminé 2 bêtes démoniaques, l'une était un sanglier, l'autre un loup. Avant d'être corrompus par l'aura maléfique, ces animaux étaient des espèces ordinaires. Mais une fois infectés, ils développaient des caractéristiques particulières qui les rendaient plus puissants et difficiles à combattre. Pourtant, ils n'étaient pas le véritable problème. La véritable menace, c'étaient les créatures hybrides. Pour illustrer ses propos, Axe souleva sa chemise, dévoilant une immense cicatrice s'étendant de son épaule jusqu'au bas de son torse, couvrant une grande partie de son corps. Ces hybrides étaient non seulement d'une férocité inouïe, mais ils semblaient également posséder une forme d'intelligence. Il en avait affronté un par le passé et n'avait survécu que par miracle, plongeant dans une rivière juste avant de perdre connaissance. Après avoir obtenu toutes les informations dont il avait besoin, Roland se leva et annonça sa décision, il resterait en ville, à la frontière. Carter et Baroff furent stupéfaits. Carter, incapable de contenir son inquiétude, se lança dans un flot ininterrompu de paroles, tentant de convaincre Roland que c'était bien trop risqué, qu'il ne pouvait pas se mettre en danger de la sorte. Roland l'interrompit net et lui demanda, « Et si je te donnais un mur ?» Carter fronça les sourcils, agacé. Construire un mur en moins de 4 mois? Impossible. Il n'était pas question de plaisanter avec une chose pareille. Mais Roland savait qu'il serait difficile de le convaincre. Il se contenta donc de déclarer calmement, « Ne sois pas si prompt à conclure. Si d'ici 3 mois, je ne peux pas te montrer un mur solide et fiable, alors je me retirerai au bastion. » Cette réponse sembla enfin apaiser Carter. Il s'agenouilla devant Roland et prêta serment de consacrer sa vie à sa protection. Pendant ce temps, au port de Beshui, dans le Grey Castle, une brise marine caressait les cheveux d'une femme qui se tenait face à l'océan. Les vagues venaient s'écraser sur la rive tandis qu'elle observait l'horizon, son cache-œil et sa tenue rappelant celle d'un pirate tout droit sorti de One Piece. Elle se tourna vers ses hommes et leur demanda des nouvelles de sa flotte. Son subordonné lui répondit que les navires seraient de retour d'ici 3 jours. Cette femme au regard assuré n'était autre que Garcia Wimbledon, 3e enfant du roi du Grey Castle. Bien avant que son père n'annonce les nouvelles provisions, elle s'était déjà consacrée à l'entraînement de son armée et à la constitution de sa flotte. Sa beauté et son charisme ne faisaient en rien obstacle à son intelligence. Le simple fait qu'elle ait pris les devants, préparant ses forces avant même que la situation ne l'exige, témoignait de sa clairvoyance et de sa détermination. Elle réussit rapidement à bâtir son armée, composée de soldats d'élite, de marins expérimentés et d'une immense richesse accumulée au fil de ses longues années d'exploration maritime. Cela la plaçait un pas devant ses frères et sœurs. Garcia avait un plan machiavélique, elle envoya des espions auprès de ses frères et sœurs pour trouver une opportunité de les assassiner. Sans surprise, les 3 réussirent à démasquer et éliminer les espions. Ce qui la surprit, en revanche, fut que son frère inutile parvienne à survivre après avoir avalé une pilule empoisonnée. Elle reçut une lettre de son espion affirmant qu'elle avait vu Roland avaler la pilule sous ses propres yeux. Dans un souvenir appartenant à quelqu'un, Anna est assise dans un champ, entourée de chèvres. Un homme vêtu comme un pasteur s'approche d'elle et lui demande quel livre elle est en train de lire.
Cet homme est son professeur, Carl Van Batte. Mais soudain, la mémoire éclate en 1000 morceaux, comme un miroir brisé. La scène suivante montre Carl au milieu d'une foule, assistant impuissant à la pendaison d'Anna. Cette vision le hante jour après jour, rongeant peu à peu son esprit, le plongeant dans l'anxiété et le tourment. Carl se réveille en sursaut dans son bureau, ses vêtements trempés de sueur. On découvre alors pourquoi il se trouve dans cette petite ville frontalière, à cause de la cupidité des officiels du château de Grey. Des matériaux de mauvaise qualité avaient été utilisés pour construire un théâtre, entraînant son effondrement et causant la mort de plus de 30 personnes. Pour se couvrir, les responsables avaient fait porter le chapeau à l'association où travaillait Carl. Son regard s'empourpra de rage, son poing se serra, une flamme de haine brûlant en lui. Comment un être aussi pur qu'Anna avait-il pu être condamné à la potence? Dans l'histoire, Roland avait ordonné à Barov de remplacer Anna par un criminel condamné à mort, dupant ainsi les habitants en leur faisant croire que c'était bien Anna qui avait été pendue. Comme le condamné avait la bouche bâillonnée et le visage couvert, personne ne se doutait de la supercherie, pas même Carl, qui était persuadé qu'Anna était morte. Carl regarde par la fenêtre, essayuré par ce royaume gangrené de l'intérieur, rongé par l'injustice, les taxes écrasantes et des dirigeants corrompus qui ne se souciaient pas de la vie de leurs citoyens. Ils avaient envoyé une innocente à la potence, et lui, il se demandait, qu'est-ce que le véritable mal? Toc, toc, toc. Carl ouvrit la porte et découvrit une fillette en pleurs. Terrifiée, elle lui confia qu'elle ressentait quelque chose d'anormal en elle et craignait de finir comme Anna. Elle tremblait, perdue, ne sachant que faire. Un déclic se produisit en Carl. Il fronça les sourcils, plongea son regard dans celui de la petite et lui dit qu'il la protégerait, avant de lui tapoter doucement la tête. Dans la rue, Carl marchait, ruminant ses regrets. Il s'en voulait de ne pas avoir défendu son association lorsqu'elle avait été accusée à tort. Il s'en voulait de n'avoir rien fait pour empêcher la pendaison d'Anna. Il ne pouvait pas laisser la même chose arriver à Anoa, cette petite fille qu'il venait de rencontrer. Soudain, un cri derrière lui le tira de ses pensées. Il se retourna et vit une foule rassemblée devant un panneau d'affichage. Des éclats de rire fusaient, comme si tous venaient d'entendre la meilleure blague de leur vie. Curieux, Carl s'approcha et lut l'annonce placardée par Roland. Il s'agissait d'une offre d'emploi pour la construction d'un mur, recherchant des tailleurs de pierre, des artisans, des ouvriers et des maçons. Les salaires allaient de 12 bronzes par jour à un incroyable 1 or par mois. Mais ce qui le stupéfia le plus fut la dernière ligne de l'annonce, ceux qui se distingueraient par leur excellence pourraient être promus au rang d'officiel. Carl se remémora une rumeur qui circulait dans la ville frontalière, Roland posséderait une personnalité particulière et détesterait profondément l'Église sainte. Il repensa à ce qu'il avait observé lors de l'exécution, Roland avait manifesté une certaine réticence à pendre Anna. Peut-être avait-il une vision différente des sorcières? C'était là la dernière et unique lueur d'espoir de Carl. De l'autre côté, Carter et Roland marchaient le long des murs de la ville, observant leur état. Carter demanda à Roland à quelle hauteur il souhaitait les reconstruire. Roland répondit qu'il voulait des murs d'au moins 5 mètres de haut et 2 mètres de large, assez grands pour que 4 personnes puissent marcher côte à côte. Carter prit un instant pour visualiser les plans, calculant le temps nécessaire à leur construction. Même avec les hommes que Roland lui avait assignés, il estima que l'ouvrage ne pourrait être achevé qu'au mois des démons de l'année suivante. Le principal défi était d'assurer la stabilité de la structure, les pierres devaient être soigneusement choisies et préparées. Roland ne donna pas plus de détails, se contentant de répondre que le ciment allait surprendre Carter. Ce dernier fronça les sourcils, intrigué. « Qu'est-ce que le ciment ?» se demanda-t-il. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent devant un bâtiment récemment construit, la salle de cuisson du ciment. Roland réfléchissait en silence. Il savait que les matières premières nécessaires étaient courantes dans la ville frontalière, mais la température de cuisson était un paramètre crucial. Malheureusement, il ne se souvenait plus de la température exacte et ne disposait d'aucun outil de mesure pour la contrôler. Avant même qu'il ne termine sa réflexion, la porte du bâtiment s'ouvrit brusquement. Une bouffée de chaleur et de vapeur s'échappa de l'entrée. Roland fit signe à Carter de ne pas bouger et s'avança prudemment. Derrière la porte se tenait Anna, le visage couvert de poussière, son corps entièrement nu. Sans un mot, Roland lui tendit son manteau. Il lui demanda comment s'était déroulé le processus. Anna ne l'avait pas déçu. Elle lui montra le fruit de son travail, un tas de poudre grise ressemblant à du ciment, bien que son efficacité restât à tester. Curieuse, Anna demanda à quoi servait ce matériau. Roland lui expliqua alors toutes ses applications, la construction de maisons, de ponts, la protection contre le froid, la pluie et la neige. Il lui parla aussi de la solidité incomparable des bâtiments en ciment par rapport aux habitations traditionnelles. Il la félicita chaleureusement pour avoir réussi à produire cette matière si précieuse. Peu après, Roland présenta son produit à Carter et Anna. Carter, fasciné, tenta de soulever le ciment et d'en tester la solidité en cherchant des fissures. Après avoir évalué sa résistance, Roland partagea avec eux sa véritable ambition,
prouver au royaume entier que les sorcières étaient en réalité un atout inestimable. Mais il n'avait pas de temps à perdre. Le projet avançait. Après des jours de labeur acharné, Anna produisit plusieurs sacs de poudre de ciment. Avec l'aide des ouvriers recrutés par Roland, le chantier prenait enfin forme. Pour motiver les habitants, Roland alla même jusqu'à mettre la main à la pâte, abaissant son statut pour leur montrer comment creuser des tranchées. Son implication rehaussa le moral des travailleurs, qui redoublèrent d'efforts. Malgré cette motivation générale, la progression restait lente, et les tranchées ressemblaient davantage à un égout mal conçu qu'à une fondation solide. Roland, bien qu'ancien ingénieur, n'était pas spécialisé en génie civil, et il ne savait plus comment avancer. Il se passa une main sur le front, frustré. C'est alors que Baroff vint lui faire son rapport. Un tailleur de pierre venait d'être recruté. Il avait autrefois travaillé pour l'association des maîtres tailleurs du Château Gris, une guilde renommée qui avait fini par être dissoute. Roland se souvint de sa réputation. Sans hésiter, il ordonna à Baroff d'amener 7 hommes auprès de lui. En fin d'après-midi, Roland était retourné à son bureau. À ses côtés, Anna lisait un livre, un sourire aux lèvres. La scène, figée sous ses yeux, lui semblait tout droit sortie d'une œuvre d'art. Il resta un instant perdu dans ses pensées, mais la voix de Carter le ramena brusquement à la réalité, le tailleur de pierre était là. Alors que ce dernier s'inclinait respectueusement, Roland coupa court aux formalités et entra directement dans le vif du sujet. Mais à peine quelques secondes plus tard, le tailleur de pierre leva les yeux et aperçut Anna. Il resta figé, stupéfait, incapable d'en croire ses yeux. Dans un souffle, il prononça son nom. L'atmosphère changea aussitôt. Roland et Carter échangèrent un regard, pétrifiés, un frisson de nervosité courant le long de leur échine. Anna referma doucement son livre, intriguée par cette voix qui venait de l'appeler. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Roland s'écria. « Et Carter, bloque la porte. Ne le laisse pas s'enfuir. » Carter bondit instantanément, bras tendus, prêt à plaquer l'homme s'il tentait de fuir. Mais contre toute attente, le tailleur de pierre tomba à genoux. Son regard, toujours fixé sur Anna, trahissait une profonde émotion. Puis, d'une voix tremblante, il commença à s'excuser, encore et encore, tout en murmurant sa gratitude de l'avoir en vie. Face à cette réaction, Roland sentit la tension en lui s'apaiser légèrement. Cet homme ne semblait pas représenter une menace. Anna se leva alors, visiblement inquiète, et expliqua qu'il s'appelait Karl, et qu'il était autrefois son maître. Quelques minutes passèrent avant que Karl ne retrouve son calme. Roland en profita pour lui demander qui il était vraiment. D'un geste, Karl essuya ses larmes, puis raconta son histoire, expliquant comment il était devenu le professeur d'Anna. Mais soudain, il planta son regard dans celui de Roland et déclara. « Je ne sais pas pourquoi vous avez sauvé une sorcière. Mais même si c'est pour qu'elle vous serve comme concubine, c'est toujours mieux que de l'avoir tuée. » Roland ne répondit pas immédiatement, surpris par les paroles de Karl. Ce dernier, quant à lui, poursuivait son propre raisonnement. Il se disait qu'il ne comprenait pas encore totalement les intentions de Roland, mais une chose était certaine, la rumeur disait vrai. Et s'il pouvait envoyer Nana en tant que concubine elle aussi, alors elle serait en sécurité. Il y a une autre fille, elle est adorable, et elle aussi, c'est une sorcière. Si vous pouviez l'accepter, elle serait hors de danger. Roland comprit alors que Karl avait complètement mal interprété ses intentions. Il le coupa sans détour. Je veux bien rencontrer Nana, voir si c'est vraiment une sorcière. Mais je ne peux pas la retirer à sa famille si elle n'est pas en danger. Et surtout, tu te trompes sur moi. Son ton était calme mais ferme. J'ai sauvé Anna pour une raison bien différente de celle que tu imagines. Je ne crois pas un seul instant à ces absurdités qui prétendent que les sorcières sont possédées par le démon. Tant qu'elles ne commettent aucun crime, je les protégerai. Karl resta silencieux, réfléchissant aux paroles de Roland. Ce dernier recentra alors la discussion sur le véritable sujet qui l'intéressait, la construction des murs. Bien que toujours méfiant, Karl mit ses doutes de côté et comprit rapidement l'intérêt du projet. Il donna quelques recommandations professionnelles, et ainsi, le projet fut officiellement lancé. Karl en fut nommé responsable, marquant le début d'une nouvelle phase de la défense contre les bêtes démoniaques. Le lendemain matin, dans le jardin arrière, Roland était assis, un verre d'alcool à la main. Carter s'approchait lentement, accompagné d'une jeune fille. C'était Nana. Elle semblait nerveuse, ses grands yeux cristallins, voilés d'inquiétude, se posèrent sur Roland tandis qu'elle lui demandait d'une voix hésitante si elle allait mourir. Elle était adorable, sans aucun doute. Roland, tentant de réprimer un sourire amusé, la rassura immédiatement, non, elle n'allait pas mourir. Anna allait bien aussi, d'ailleurs. Puis, avec une voix posée, il se présenta, Roland Wimbledon, 4e prince. Il l'invita ensuite à se présenter à son tour. À ces mots, les yeux de Nana s'illuminèrent. Réalisant qu'elle n'était pas en danger, un immense soulagement l'envahit, laissant place à une joie pure. « Je m'appelle Nana Pine », déclara-t-elle avec enthousiasme, avant de s'élancer brusquement vers Anna,
attrapant sa main pour se mettre à bavarder avec elle, ignorant totalement Roland. Celui-ci, amusé, porta son verre à ses lèvres, observant les deux jeunes filles échanger avec animation. Il songea un instant, Anna n'a que 17 ans, à quel point deviendra-t-elle belle en grandissant? Lorsque la conversation commença à s'essouffler, Roland intervint, posant à Nana une question directe. « Parle-moi de ton pouvoir. » L'expression de la jeune fille changea aussitôt. Une ombre de peur passa sur son visage tandis qu'elle baissait la voix. « Votre Altesse, allez-vous me pendre ?» Roland la regarda avec douceur et secoua la tête. « Seuls les criminels abominables méritent un tel sort. Je ne ferai jamais de mal à une fille aussi adorable que toi. » Rassurée, Nana hocha lentement la tête avant de poursuivre, visiblement troublée. « J'ai entendu dire que les sorcières sont maudites, qu'elles sont corrompues par le diable. Mais, je n'ai jamais vu de diable. » Voyant la détresse de son amie, Anna s'approcha et lui tapota doucement l'épaule, un sourire réconfortant aux lèvres. Nana prit une profonde inspiration avant de raconter son histoire. « Il y a environ une semaine, j'ai vu un petit oiseau blessé. J'ai voulu l'aider, et soudain, quelque chose est sorti de mes mains. Une substance liquide, qui a entouré l'oiseau. Et puis, il était guéri. » Roland sentit son cœur manquer un battement. Il comprenait l'immense valeur de cette capacité. Dans un monde sans médecine moderne, sans antibiotiques, où la moindre blessure pouvait être fatale, une telle aptitude relevait du miracle. Je viens peut-être de découvrir un trésor inestimable. Sans attendre, Roland ordonna à Carter d'aller chercher un poulet vivant. Puis, se tournant vers Nana, il lui posa une question qui pesait sur son esprit. Maintenant que tu sais que ton pouvoir peut guérir, le crois-tu toujours maléfique? Nana leva les yeux vers lui, hésitante. Mon professeur disait que les sorcières peuvent faire ce que les gens ordinaires ne peuvent pas, mais que c'est un piège tendu par le diable. Elle leva 3 doigts et ajouta avec sérieux. Mais je le jure, je n'ai jamais vu de diable. Roland sourit et répondit calmement. Je te crois. Mais cette histoire de diable n'est qu'un mensonge de l'Église. Ton professeur lui-même a été trompé par ses fables. Nana fronça les sourcils, intriguée. Pourquoi l'Église mentirait-elle à son peuple? Roland soupira. Il connaissait bien ce phénomène, l'ayant vu se répéter dans l'histoire de la Terre. Pour le pouvoir et leurs propres bénéfices. Un instant de silence s'installa. Puis, Nana joignit ses mains, son visage rougissant légèrement. « Votre Altesse, murmura-t-elle timidement. Soyez doux, s'il vous plaît, ça risque de faire mal. » Roland éclata de rire avant de répondre avec un sourire amusé. « Ne t'inquiète pas. Ce sera rapide. » Pendant ce temps, le pauvre Carter luttait pour maîtriser un poulet déchaîné qui battait des ailes comme un forcené. Alors que Roland s'apprêtait à agir, Nana serra les dents, redoutant le pire. Mais au moment où elle allait crier, ce fut le poulet qui poussa un hurlement strident, projetant des plumes dans tous les sens. Nana tendit ses petits bras vers l'animal blessé et utilisa son don pour le soigner. En quelques secondes, le poulet, qui ressemblait à un tas de plumes misérables, retrouva une énergie incroyable, comme s'il était sous stéroïdes. Les heures passèrent, et la pauvre bête subit une série de tests et d'expériences. Son petit corps, à présent froid et sans vie, reposait doucement dans les bras de Carter. Roland conclut alors que le pouvoir de Nana pouvait réparer les parties endommagées d'un corps, mais qu'elle était incapable de faire repousser un membre perdu. En revanche, un membre réattaché pouvait être guéri complètement. Cependant, elle ne pouvait pas ramener les morts à la vie. Après cette découverte, Roland ordonna à Carter de ramener le poulet à la cuisine. Nana, debout sur le côté, laissa couler de grosses larmes le long de ses joues, essayant de contenir l'émotion qui la submergeait après tout ce qu'elle venait de voir. Roland remarqua qu'elle semblait toujours abattue et eut alors une idée pour lui remonter le moral. Il l'invita à un délicieux pique-nique. Les yeux de Nana s'illuminèrent en découvrant la table débordante de plats appétissants et de desserts variés. Alors qu'elle s'asseyait, elle sentit toute la tristesse de la journée s'évaporer. Elle était entourée de bonne nourriture, de bonne compagnie et d'une atmosphère chaleureuse. Le soleil commença à se coucher, et Carter raccompagna Nana à l'extérieur de la résidence. Rayonnante de joie, elle fit un signe d'au revoir à Roland et lui promit de revenir le lendemain. À ses côtés, Anna observa la scène avec curiosité. « Pourquoi ne l'as-tu pas convaincue de rester ?» demanda-t-elle. « Après tout, c'est une sorcière comme nous. » Roland suivit Nana du regard alors qu'elle s'éloignait, un léger sourire aux lèvres. « Elle a encore sa famille, » répondit-il doucement. « Pour l'instant, ils ne savent rien de ses pouvoirs. » Anna baissa les yeux. Elle savait combien il était difficile de cacher ses capacités magiques à ses proches. Mais une fois la vérité révélée, il ne faisait aucun doute que la famille dénoncerait la sorcière à l'église sainte. Ce n'était qu'une question de temps. Roland remarqua qu'Anna semblait troublée. « Tu penses à ton père ?» lui demanda-t-il. Sans hésiter, Anna répondit fermement « Non,
Un pincement au cœur, Roland hésita sur les mots à employer, puis changea rapidement de sujet. Nana viendra souvent ici, annonça-t-il. J'espère même tous les jours. Son regard se fit plus déterminé. J'ai l'intention d'entraîner ses pouvoirs. Il redressa les épaules et déclara d'une voix assurée. Je te le promets, Anna. Tant que je serai là, toutes les sorcières seront traitées avec justice et vivront comme des gens normaux. Il marqua une pause avant d'ajouter. Ce jour viendra, et je ne me reposerai pas avant que ce soit le cas. Depuis que Karl avait pris en charge la construction du mur, Roland disposait de plus de temps libre. Il passait ses après-midi à boire du thé en compagnie d'Anna et de Nana, les observant perfectionner leur talent magique. Au début, il s'était senti coupable de ne pas être plus impliqué dans le chantier. Mais en voyant Karl et son équipe travailler sans relâche jour après jour, il comprit qu'il pouvait leur faire confiance pour mener à bien la tâche. Soudain, la porte de son bureau s'ouvrit brusquement. Berev fit irruption, paniqué. « Votre Altesse, nous avons un gros problème !» s'exclama-t-il. « Nous dépensons bien trop d'argent à recruter des ouvriers et des artisans. Nos finances sont dangereusement basses. » Roland s'adossa à son fauteuil impuissant. Lui-même n'avait pas un sou en poche. Il se gratta la tête, cherchant désespérément une solution. Berev, qui l'observait, ne put s'empêcher d'être fasciné par l'évolution du 4e prince. À l'époque du Château Gris, Roland n'était qu'un débauché notoire, sans aucune prestance noble. Sa réputation était exécrable. Berev n'avait accepté de venir dans cette petite ville frontalière que parce que le roi lui avait promis le poste de ministre des Finances. Mais dès l'arrivée de Roland, celui-ci avait provoqué tous les nobles qu'il croisait, s'attirant moquerie et mépris. Tout avait changé lorsqu'il avait sauvé cette sorcière. Depuis, Roland était devenu un homme différent, méconnaissable. Plongé dans ses réflexions sur les finances de la ville, Roland ne remarqua pas le regard stupéfait de Berev. Après un long silence, il annonça qu'il avait étudié les problèmes économiques et trouvé un moyen d'augmenter les revenus. Berev, toujours sous le choc, comprit néanmoins que Roland était sérieux. Il voulait sincèrement aider son peuple. Tandis que le prince détaillait son plan, Berev ne put s'empêcher de se demander s'il n'avait pas été possédé par un démon. Mais il se souvint alors du jour où Roland avait touché un médaillon capable de dissiper toute énergie démoniaque. Pendant ce temps, l'ambassadeur traversait un quai désert et secoua la tête avec déception. « Il semble que cette ville frontalière lutte encore pour sa survie, » murmura-t-il à son secrétaire. Mais une chose attira leur attention. La cour était vide de minerais. « Où sont passés tous les chargements ?» s'interrogea le secrétaire à voix haute. Intrigués, ils décidèrent d'aller voir Roland dans son château. En chemin, ils spéculèrent sur un éventuel nouveau partenaire commercial. L'ambassadeur, lui, commença à ressentir une certaine inquiétude. Il avait prévu de monopoliser la route du commerce, mais les récentes actions du 4e prince risquaient de contrecarrer ses plans. Lorsqu'ils atteignirent la porte de la ville, un sentiment d'appréhension s'empara de lui. Roland allait-il le surprendre? Le prince invita l'ambassadeur à un dîner de bienvenue. Mais au lieu des traditionnels couverts en argent, on leur servit 2 bâtonnets en bois. Perplexe, l'ambassadeur observa Roland manipuler ses chopsticks avec une aisance déconcertante. Déterminé à l'imiter, il tenta de saisir un minuscule tomate cerise. Après plusieurs essais, il y parvint presque, jusqu'à ce que Roland lui pose soudain une question. Surpris, l'ambassadeur sursauta et propulsa la tomate en l'air. Roland esquissa un sourire et lui demanda son avis sur ses baguettes. « Elles étaient bien plus accessibles que les couverts en argent, » expliqua-t-il. Et surtout, elles réduisaient le risque de maladie, car son peuple n'avait plus besoin de toucher la nourriture avec les mains. L'ambassadeur ne put qu'admirer l'ingéniosité du prince. Puis, Roland poursuivit. Un éboulement avait empêché l'exploitation des mines et il serait impossible d'en tirer quoi que ce soit avant l'année suivante. L'ambassadeur demanda alors ce qu'il en était des récoltes des 2 derniers mois. Roland répondit que cela ne suffirait pas à nourrir toute la population et lui rappela les tragédies du mois des démons. 2 ans plus tôt, Roland s'était retrouvé face à cette même situation. Il se pencha en avant et planta son regard déterminé dans celui de l'ambassadeur. « Nous devons trouver une meilleure solution, » déclara-t-il. « Nous ne pouvons plus nous fier à des méthodes qui nous ont déjà trahis. » L'ambassadeur ne donna ni accord ni refus. Il proposa à la place un compromis bancal. Les familles nobles prêteraient un mois supplémentaire de vivres et le peuple de Roland les rembourserait progressivement l'année suivante. Roland ne comptait pas accepter une telle offre. Il secoua la tête avec déception et s'exclama. La ville du Saule est prête à dépenser ses royaux d'or pour acheter n'importe quoi, y compris vos minerais, tout en vendant de la nourriture à prix du marché. Roland fixa l'ambassadeur
et lui fit clairement comprendre ce qu'il pensait. Il le détailla d'un regard acéré avant de lâcher. « Je ne pense pas que vous ayez l'autorité pour prendre des décisions au nom des familles nobles. » L'ambassadeur resta sans voix, son esprit assailli par les souvenirs de son père. Il avait tenté de le convaincre que le 4e prince n'échangerait jamais ses minerais contre du grain ou du pain, et qu'il ne devrait pas chercher à l'arnaquer. Mais son père s'était contenté de ricaner, qualifiant le prince de porc incapable de comprendre quoi que ce soit. Roland avait visé juste. L'ambassadeur n'avait même pas réussi à convaincre son propre père, alors comment pourrait-il rallier les 5 autres familles? Pourtant, il ne comptait pas laisser Roland lui échapper sans combattre. Il leva 3 doigts et proposa un prix encore plus élevé que celui offert par la ville du Soul. Il implora Roland: « Laissez-moi retourner au bastion de Changu et tenter de convaincre les autres familles. Je reviendrai avec un nouvel accord. » Mais au fur et à mesure qu'il parlait, sa voix perdit de son assurance. Il semblait réaliser, au fond de lui, qu'il livrait une bataille perdue d'avance. L'ambassadeur s'accrochait encore à l'espoir de garder Roland du côté du bastion de Changu. La ville du Soul est bien trop éloignée, surtout durant le mois des démons. C'est trop risqué et il serait facile que quelque chose de dangereux se produise. Les mots lui échappèrent avant qu'il ne réalise ce qu'il venait d'insinuer. Il venait, par inadvertance, de menacer le 4e prince. Roland ne put s'empêcher de rire face à ces tentatives désespérées de le faire rester. « Vous savez, je n'ai aucune intention de devenir un réfugié, » déclara-t-il en secouant la tête. « Je ne quitterai pas la ville frontière. » Puis, avec une audace inébranlable, il proclama: « Un jour, cette ville frontière deviendra la nouvelle frontière du royaume. » Il alla même jusqu'à inviter l'ambassadeur à venir voir de ses propres yeux le gigantesque mur en construction sur la pente nord. L'ambassadeur resta bouche bée. Peu à peu, il se rappela comment sa propre famille et les autres nobles avaient tourné en ridicule le 4e prince à cause de ce projet insensé. « Un mur, dites-vous » répéta-t-il encore sous le choc, tentant d'assembler les pièces du puzzle. Dans son esprit, il comprenait pourquoi tant de gens qualifiaient Roland de fou et ne le prenaient pas au sérieux. En entrant dans sa résidence, Roland fut brusquement interrompu par une silhouette obscure assise sur son lit. L'intrus le félicita pour sa négociation avec l'ambassadeur. Mais Roland, sur le qui-vive, n'hésita pas à se précipiter vers la sortie. D'un geste rapide, la mystérieuse fille vêtue d'une cape lança un poignard entre lui et la porte, bloquant toute fuite. Malgré son geste menaçant, elle déclara être venue en paix, simplement pour discuter. Méfiant, Roland demanda son identité. La jeune femme se leva lentement. « Je n'ai pas de nom, dit-elle, mais mes sœurs m'appellent Rossignol. » Puis, à la grande surprise de Roland, elle s'agenouilla et lui jura respect pour avoir protégé et pris soin des sorcières. Roland se gratta la tête, tentant de comprendre la situation. C'est alors qu'il aperçut un insigne sur la cape de Rossignol. Il ne pouvait s'y tromper. C'était l'emblème d'une association de sorcières. La tension devint palpable alors qu'ils échangeaient quelques mots. Mais malgré la situation, Roland ne put s'empêcher d'admirer le courage de Rossignol. Elle le suivait depuis une semaine déjà. Elle connaissait l'existence de Nana et d'Anna. Cette révélation glaça le sang de Roland. Il n'avait même pas conscience qu'on l'épiait d'aussi près. S'apercevant qu'il restait sur ses gardes, Rossignol décida d'agir autrement. Elle retira sa cape et s'avança, l'invitant à mieux la regarder. Lorsqu'elle révéla son apparence, Roland fut frappé par sa beauté saisissante. Des cheveux dorés comme le blé sous le soleil, des yeux d'un violet perçant, une silhouette élancée et gracieuse. Une vision qui, sans aucun doute, aurait troublé n'importe quel homme. Alors que Nightingale tapotait le bord du lit pour inviter Roland à s'approcher, celui-ci ressentit un mélange de curiosité et de méfiance. Pourtant, voyant qu'elle ne représentait pas de danger immédiat, il s'assit prudemment plus près d'elle. Soudain, Nightingale attrapa le menton de Roland entre ses doigts et inclina son visage vers le sien, un sourire espiègle aux lèvres, admirant son audace. Elle ne pouvait s'empêcher d'être fascinée par son courage face aux sorcières comme elle. Mais alors qu'elle se penchait davantage, le visage de Roland vira au rouge écarlate. Pourtant, l'instant taquin laissa vite place à une conversation plus sérieuse lorsque Nightingale révéla son intention d'emmener Nana et Anna avec elle. Roland bondit immédiatement et refusa catégoriquement. Il insista sur le fait qu'elles étaient en sécurité et heureuses à Bordertown et qu'il ferait tout pour les protéger. Après tout, il n'y avait pas d'endroit plus sûr. Mais Nightingale rétorqua qu'elle les ramènerait à l'association des sorcières, où elles pourraient retrouver leurs semblables. Sa voix trembla légèrement en parlant, mais Roland la coupa net, exposant la réalité. Elle n'avait aucun camp fixe,
toujours en fuite, cachés des autres. Malgré leurs conditions de vie précaires, Nightingale continua à plaider sa cause. Mais Roland répliqua, elle ne survivrait pas longtemps ainsi, sans eau, sans nourriture, sans abri chaud, et avec l'arrivée imminente du mois des démons. Un déclic se fit soudainement dans l'esprit de Roland. Il se rappela que Bérev lui avait dit que l'association des sorcières cherchait à rassembler toutes les sorcières pour trouver la montagne sacrée. Il interrogea Nightingale à ce sujet, mais celle-ci refusa de répondre. Les pensées de Roland fusaient, cherchant une solution. Puis une idée lumineuse surgit. Il proposa d'inviter toutes les sorcières à Border Town durant le mois des démons. Elles y seraient en sécurité, et une fois la période passée, elles pourraient reprendre leur quête. Mais l'enthousiasme de Nightingale s'évanouit rapidement, remplacé par une inquiétude grandissante. Elle rappela à Roland que son peuple n'était peut-être pas aussi tolérant que lui envers les sorcières. Et si elles étaient découvertes, l'Église viendrait les traquer. Roland, frustré, serra les poings en réalisant qu'il n'existait pas de solution rapide pour changer les mentalités. La peur des sorcières était profondément ancrée dans le cœur des gens. C'est alors que Nightingale lâcha une révélation. Nana et Anna approchaient de l'âge de l'éveil. Roland en resta bouche bée. Changeant de ton, Nightingale lui demanda s'il savait pourquoi les sorcières étaient vues comme des incarnations du diable. Pris au dépourvu, Roland admit qu'il n'en avait aucune idée. Nightingale expliqua alors l'horrible destinée qui attendait Nana et Anna à leur 18e anniversaire. Chaque année, durant le mois des démons, elles endureraient une douleur atroce, comme si un démon déchirait leur corps de l'intérieur. Ceux qui étaient assez forts survivaient après quelques jours d'agonie, mais les autres, leur corps se tordait en d'horribles formes avant de succomber dans une mort atroce. Voilà pourquoi le monde voyait les sorcières comme des êtres démoniaques. Roland demanda alors ce qui se passait après cette épreuve. Nightingale lui expliqua qu'une fois passé l'âge de l'éveil, leur pouvoir se stabiliserait et s'accroîtrait considérablement, avec la possibilité de créer une nouvelle branche de magie. Roland était dans une impasse. D'un côté, il avait besoin d'Anna et de Nana pour affronter le mois des démons, mais de l'autre, il ne pouvait risquer leur vie. Alors il leur laissa le choix final. Nightingale hocha la tête, appréciant son approche démocratique. Anna répondit avec fermeté, « Je reste ici. » Roland et Nightingale furent pris de court. « Comprends-tu seulement le danger que tu cours ?» insista Nightingale. « Tu serais bien plus en sécurité avec les sorcières. » Mais Anna ne détourna pas le regard. Elle fixa Roland, la détermination brillant dans ses yeux. Elle parla avec tout son cœur, affirmant qu'elle se moquait de retourner à l'académie pour apprendre aux côtés des autres enfants comme Nana, et qu'elle n'aspirait pas à une vie normale. Tout ce qu'elle désirait, c'était rester aux côtés de Roland, quoi qu'il arrive. Avec une détermination brûlante dans le regard, elle promit qu'elle ne se laisserait pas dévorer par le démon et qu'elle le surmonterait. Nightingale poussa un profond soupir. Voyant qu'elle ne parvenait pas à convaincre Anna, elle décida de rester, espérant pouvoir l'aider si elle en avait un jour besoin. Mais Roland craignait qu'elle ne passe tout l'hiver à le surveiller. Une fois encore, Nightingale mit Anna en garde contre le danger qui sommeillait en elle. Elle partagea son expérience, évoquant les nombreuses fois où elle avait frôlé la mort et vu ses compagnons tomber sous ses yeux. Elle lui assura que si elle ne parvenait pas à affronter cette épreuve, elle saurait quoi faire ensuite. Puis, d'un geste fluide, elle arracha sa dague du mur et disparut dans les airs. Roland ne pouvait s'empêcher d'admirer son talent. Elle semblait être une assassin née. Doucement, il posa une main réconfortante sur la tête d'Anna et lui parla d'une voix apaisante. « Il est temps pour toi de te reposer, Anna. » Roland se dressait fièrement au cœur du château frontalier, sa voix résonnant avec autorité alors qu'il exposait ses plans pour l'avenir. Il annonça que les négociations avec l'ambassadeur avaient atteint une impasse. Comme il y a 2 ans, il refuse de céder d'un pouce, déclara-t-il d'un ton grave. Son cœur était lourd lorsqu'il rappela à son peuple la tragédie qui avait frappé la ville frontalière à cette époque. Plus de 20% des habitants avaient péri sous l'emprise impitoyable de l'hiver, laissant derrière eux des familles brisées. Un voile de tristesse enveloppa la foule. Des larmes silencieuses coulèrent sur les visages endeuillés, ravivant le souvenir des êtres chers disparus. « Êtes-vous prêts à perdre encore ceux que vous aimez ?» Un sanglot collectif secoua la foule. Tous imploraient leur prince de les sauver. Roland prit une inspiration profonde et changea de ton, adoptant une voix plus assurée, plus déterminée. « Je ne vous abandonnerai pas, » déclara-t-il fermement. « Nous méritons mieux que cette offre pitoyable du bastion de Chengdu. » Il leur rappela qu'ils devaient échanger 2 mois de minerais contre 6 mois de vivres,
mais que Chengdu ne leur avait donné que 2 mois de nourriture. Une vague de colère et de frustration se propagea parmi la foule. Roland leva la main pour rétablir le calme. « J'ai trouvé une solution, dit-il. J'ai négocié avec des marchands de Willowtown et obtenu suffisamment de provisions pour affronter l'hiver. » Un tonnerre d'applaudissements éclata. Les visages s'illuminèrent d'espoir. Mais Roland leva à nouveau la main, imposant le silence. « Écoutez-moi bien. Une information capitale vient de tomber. Nous ne sommes plus les bienvenus à Chengdu. » Un frisson parcourut la foule. La peur s'installa aussitôt. « Cela signifie que nous devons passer l'hiver ici, à la ville frontalière. » Un silence de plomb s'abattit. Puis, des murmures d'angoisse se firent entendre. « Mais nous ne sommes plus les mêmes, » reprit Roland avec force. « Nous bâtissons une muraille solide, stable. Elle nous protégera. » Il marqua une pause, balayant la foule du regard. Il voulait frapper un grand coup, prouver que les bêtes démoniaques n'étaient pas aussi effrayantes qu'on le croyait. « Elles ne sont rien de plus que des animaux sauvages, déclara-t-il. Certes, elles sont plus fortes, mais elles sont dénuées d'intelligence. Elles ne peuvent pas escalader nos murs. » Il laissa ses paroles s'imprégner dans les esprits, puis lança une dernière question. « Voulez-vous fuir, mourir de faim dans un camp de réfugiés? Ou bien allez-vous vous tenir debout, protéger ceux que vous aimez et défendre cette ville à mes côtés ?» Un silence, puis un frémissement. Un premier cri s'éleva, puis un autre. « Pour Roland, pour la ville frontalière !» L'air vibrait désormais d'une énergie nouvelle. Roland venait de rallumer la flamme de l'espoir. Pendant ce temps, dans les couloirs du château de Chengdu, un groupe de nobles se rassemblait pour railler la décision de Roland. Ils ricanaient à l'idée que leur rempart ne soit rien d'autre que de la boue et des cailloux. Mais le duc, d'une voix tonitruante, coupa court aux moqueries et posa son regard perçant sur Petrov, l'ambassadeur. Pris au dépourvu, ce dernier se reprit rapidement et commença à parler. Initialement, Petrov comptait garder le monopole du minerai en l'achetant à un prix dérisoire, 30% en dessous du marché. Mais à sa grande surprise, Roland avait un tout autre plan en tête. Plutôt que de se contenter d'un simple commerce déséquilibré, il comptait élargir ses horizons en recherchant de nouveaux partenaires commerciaux et en proposant le minerai à un prix défiant toute concurrence, 50% en dessous du marché. Mais ce n'était pas tout. Roland prévoyait également de fabriquer ses propres outils en fer. Le duc haussa un sourcil, intrigué, et fit signe à Petrov de poursuivre. Ce dernier ne s'arrêta pas là. Selon lui, si la ville frontalière parvenait à repousser le mois des démons, cela représenterait une victoire majeure pour la forteresse de Chengdu. Toutefois, il était persuadé que Roland ne resterait pas éternellement dans cette ville. Après tout, le décret sur la lutte pour le trône ne durerait que 5 ans. Il n'était qu'une question de temps avant que la forteresse de Chengdu ne puisse s'approprier cette ville, bien plus prospère, et étendre ainsi son territoire. D'un ton avisé, Petrov suggéra donc d'envoyer une aide à Roland pour renforcer ses défenses. Après tout, une ville frontalière bien fortifiée profiterait à tous. Le duc afficha un large sourire, impressionné par la perspicacité de Petrov. Il hocha la tête en signe d'accord, mais son expression s'assombrit aussitôt. Il se leva brusquement, le visage fermé, faisant comprendre qu'il n'avait que faire du sort de la ville frontalière. Pourtant, il déclara d'un ton sans appel que personne, pas même le prince, ne devait oser poser la main sur son territoire. Le lendemain, Roland convoqua Carter pour lui montrer sa dernière invention. Devant lui se dressait une machine révolutionnaire, une machine à vapeur, un prodige d'ingénierie rendu possible grâce aux mains expertes d'Anna. Ingénieur dans l'âme, Roland était fasciné par cette merveille mécanique, symbole de la première révolution industrielle. Carter, en revanche, demeurait sceptique. Il observait cette étrange machine avec une méfiance contenue. Mais Roland, amusé, ne se laissa pas démonter. Il versa de l'eau dans le réservoir, puis fit signe à Anna d'allumer le feu. En quelques minutes, l'eau se mit à bouillir et la machine s'éveilla dans un grondement sourd. Les bielles s'animèrent, les roues commencèrent à tourner, et en quelques secondes à peine, l'engin atteignit sa vitesse maximale. Anna et Carter restèrent figés, ébahis par la puissance brute de la machine. Mais une inquiétude germa dans l'esprit de Carter. Il savait qu'il fallait 15 longues années pour former un chevalier, alors que cette machine pouvait être construite en moins d'1 semaine. Elle n'avait ni besoin de nourriture, ni peur du froid, de la faim, des flèches, des épées ou des lances. Carter sentit un frisson lui parcourir l'échine. Avec une telle invention, avait-on encore besoin de chevaliers? Roland, lui, exultait. Il venait de trouver la pièce manquante à son plan. La nuit tombée, il regagna ses appartements, mais en ouvrant la porte, il aperçut Nightingale assis sur son lit,
tenant entre ses doigts les plans de la machine à vapeur. Elle semblait fascinée par l'ingéniosité de Roland et sa capacité à créer une telle merveille. Roland, intrigué, se demanda comment elle avait pu mettre la main sur ces plans, soigneusement verrouillés dans son bureau. Mais l'éclat de curiosité dans ses yeux était sincère, et il décida de lui expliquer tout le potentiel de la machine. Il lui raconta qu'elle pouvait actionner des rames, drainer l'eau, fondre le fer. En somme, elle pouvait accomplir n'importe quelle tâche nécessitant de la force. Le sourire malicieux de Nightingale s'élargit alors. Avant même que Roland ne puisse réagir, elle annonça qu'elle allait transmettre ses plans à l'association des sorcières. Dans un mouvement rapide, elle les glissa contre sa poitrine et en échange sortit un parchemin scellé, intercepté avant qu'il ne parvienne à son destinataire. Roland déplia le message. Son expression passa de l'étonnement à un profond sentiment de trahison. Les mots inscrits sur ce papier résonnèrent en lui comme une gifle en plein visage. La servante de Roland, Tyre, avait reçu une lettre sinistre lui ordonnant d'éliminer son maître pendant les redoutés mois des démons. Ce n'était pas sa première tentative, et cette fois, l'échec n'était pas une option. En lisant ces mots, Roland fronça les sourcils, tentant de se souvenir de plus de détails sur Tyre. Il se rappela que le précédent 4e prince avait une étrange habitude de frapper les gâteaux de Tyre, et que Nightingale avait suggéré que la lettre pouvait venir de l'un de ses frères. Se demandant s'il avait besoin de son aide, Roland poussa un profond soupir avant de demander à Nightingale de tirer cette affaire au clair. Nightingale se redressa aussitôt, leva la main en signe de serment, puis exigea qu'un plan de construction soit sa récompense. Le lendemain matin, Carter fit irruption dans le bureau de Roland, le visage livide et agité. Il annonça la terrible nouvelle. Tyre, sa servante de confiance, était morte dans la nuit. Elle était apparemment tombée du balcon de sa chambre et aucun signe de lutte ou d'effraction n'avait été relevé. Carter suggéra qu'il s'agissait peut-être d'un accident tragique. Roland lui ordonna alors de demander à la gouvernante d'organiser les funérailles, puis se tourna vers une silhouette invisible à ses côtés. Soudain, une brume épaisse se forma devant lui. Lorsque le brouillard se dissipa, une silhouette encapuchonnée émergea, visiblement troublée. Elle informa Roland qu'elle avait échoué à obtenir des informations de Tyre. Le choc fut brutal lorsque Nightingale révéla que Tyre s'était donné la mort en croquant une capsule de poison cachée dans ses dents dès qu'elle l'avait aperçue. Jamais il n'aurait imaginé que Tyre irait jusqu'à une telle extrémité. En fouillant la chambre de la défunte, Nightingale trouva une lettre familiale qui lui était adressée. Elle ne put en déchiffrer le contenu, mais un étrange pressentiment lui souffla qu'elle détenait un indice crucial. La lettre s'adressait à Tyre en l'appelant grande sœur et évoquait à plusieurs reprises la mère. Or, Nightingale savait que les deux frères de Roland vivaient à l'intérieur des terres, loin de toute étendue maritime. Cette révélation l'amena à soupçonner un lien avec la 3e princesse. L'esprit de Roland s'emballa, cherchant à faire les connexions. Il savait que la 3e princesse lui avait toujours voué une rancune tenace. Était-il possible qu'elle ait pris en otage la famille de Tyre pour la contraindre à cet assassinat? Ses pensées furent brusquement interrompues par un souffle chaud effleurant son oreille. D'une voix presque murmurée, Nightingale l'avertit. Quelqu'un approchait. Puis elle disparut dans un nuage de brume. Barov entra dans la pièce, le visage soucieux. Il annonça à Roland que la sélection des volontaires pour combattre durant les mois des démons était enfin terminée. Tous avaient passé le processus de tri rigoureux et étaient prêts à être examinés. Roland accueillit la nouvelle avec enthousiasme et se prépara immédiatement à rencontrer les recrues. Alors qu'il quittait le bureau, Barov posa une question cruciale. Roland était-il vraiment certain de vouloir confier la défense de la ville frontière à ses hommes? Ce n'est qu'en voyant les volontaires que Roland comprit l'implication de cette question. Face à lui, ce n'étaient pas des guerriers aguerris qui se tenaient, mais des gens du peuple, maigres et affaiblis, certains semblant n'avoir pas mangé à leur faim depuis des jours. En observant cette assemblée hétéroclite, Roland prit pleinement conscience de la dure réalité de ce monde. La productivité était si faible que nombre d'habitants peinaient déjà à se nourrir correctement, à plus forte raison à entretenir une condition physique adaptée au combat. Voyant l'inquiétude se peindre sur le visage de son maître, Barov suggéra d'embaucher des mercenaires professionnels, mais Roland refusa sans la moindre hésitation. Il tenait à ce que l'armée soit composée des habitants eux-mêmes. Tournant son regard vers cette foule rassemblée devant lui, il sentit une montée d'excitation et de détermination. S'il devait bâtir une force militaire digne de ce nom, cela ne pouvait commencer qu'avec son peuple.
Et cela signifiait leur inculquer la discipline, l'endurance et la force nécessaires pour défendre leur royaume contre toute menace. En observant son peuple du haut de la colline, Roland savait qu'apprendre à manier une épée ne suffirait pas. Il devait être fort, agile et discipliné, mais surtout capable de combattre ensemble, en parfaite coordination. Il ordonna alors à Carter de les mettre en formation et de commencer à courir. Lorsque le soleil atteignit son zénith, Roland, Barov, Carter et Axe marchèrent devant les habitants rassemblés. Carter fronça les sourcils, incapable de comprendre pourquoi Roland les faisait rester debout pendant des heures, apparemment sans but. Roland alla même jusqu'à récompenser leurs efforts avec un nœud précieux pour cette simple tâche. Carter, cependant, restait sceptique. Il ne comprenait visiblement pas que tenir une posture immobile était un élément essentiel de l'entraînement militaire moderne. Roland balaya ses doutes d'un geste de la main et lui ordonna de poursuivre cet entraînement jusqu'à ce que le programme soit finalisé. Roland n'était pas naïf. Il savait que transformer cette bande hétéroclite en guerriers spartiates en seulement 2 mois relevait du rêve. Mais cela ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas leur inculquer discipline et obéissance absolue. À ses yeux, rien n'était plus crucial que la capacité à exécuter un ordre sans hésitation. La force individuelle avait son importance, bien sûr, mais elle n'était rien face à la puissance d'une armée unie. Lorsque le chariot rempli de nourriture appétissante et du fameux œuf supplémentaire apparut, la foule s'anima, l'excitation gagnant chacun d'eux. Comme une nuée de criquets, ils se précipitèrent, avides de réclamer leur part. Mais Roland n'avait aucune intention de laisser le chaos s'installer. D'une voix ferme et autoritaire, il ordonna à tous de former 4 files ordonnées et d'avancer un par un vers le chariot. Quiconque oserait enfreindre cette règle serait immédiatement envoyé en queue de file. À la surprise générale, la foule indisciplinée se rangea avec une facilité déconcertante. En quelques minutes, 4 files impeccables s'étaient formées, les regards rivés sur la nourriture tant convoitée. Après un repas copieux, Roland donna l'ordre à ses hommes de se reposer avant de se diriger vers le camp où étaient stationnés les soldats en patrouille. Il confia la supervision à Axe, lui assignant la tâche d'enseigner aux recrues comment monter correctement une tente. Carter, inquiet du passé d'Axe, ne put s'empêcher de le questionner. Après tout, Axe venait de la Nation des Sables, bien loin des rivages de Grey Castle, mais Roland fut catégorique. Seule la loyauté et le mérite comptaient. À ses yeux, tous faisaient partie de son peuple, peu importait leur origine. Tandis que le soleil déclinait lentement à l'horizon, Roland prit du recul et contempla son travail. Devant lui, les plans d'entraînement finalisés, une stratégie minutieusement conçue pour transformer ce groupe désorganisé en une véritable force de combat disciplinée. 2 éléments attirèrent particulièrement l'attention de Carter en parcourant le document. Chaque jour, à midi, les hommes devraient courir autour de la ville frontière jusqu'au coucher du soleil. S'ils réussissaient, ils recevraient un œuf supplémentaire à leur prochain repas. Après le dîner, ils devraient se rendre à l'académie de Karl pour suivre des cours et des formations. Carter s'interrogea sur cette dernière exigence, mais Roland, bâillant, lui expliqua simplement qu'une armée ne devait pas seulement savoir se battre, elle devait aussi être civilisée et instruite. Le lendemain après-midi, Roland regagna son bureau d'un pas fatigué. Lorsqu'il poussa la porte, il fut accueilli par le regard inquiet de Nightingale. Avant qu'il ne puisse dire un mot, elle pointa du doigt le petit déjeuner encore posé sur la table, annonçant avec un sourire malicieux qu'elle en avait déjà mangé la moitié pendant qu'il était encore chaud. Roland ne put s'empêcher de rire face à son air espiègle. « Personne ne t'a jamais appris à respecter la royauté ?» plaisanta-t-il, se rappelant à quel point Nightingale avait pris l'étiquette au sérieux lors de leur première rencontre. Sans perdre une seconde, elle se leva et exécuta une révérence impeccable. Mais ils savaient tous les deux que Roland n'accordait que peu d'importance à ces formalités fastidieuses. Il laissa échapper un soupir fatigué, son regard passant du plateau à moitié vide au sourire malicieux de Nightingale. « Si tu as faim, mange tout. Je pourrais toujours demander à la cuisine de préparer autre chose. » À l'évocation de la nourriture, les yeux de Nightingale s'illuminèrent. Sans hésiter, elle s'empara des derniers morceaux de pain grillé et 2 restants. Tout en mâchant avec entrain, elle ne put s'empêcher de demander « C'est quoi toute cette glace que tu cherches à acheter ?» Elle songea un instant que Roland voulait peut-être préparer des boissons fraîches. Un sourire malicieux effleura les lèvres de Roland tandis qu'il jetait un regard au papier posé sur la table.
Je compte faire du fromage glacé. Les yeux de Nightingale s'écarquillèrent de surprise et d'excitation face à cette nouvelle aventure culinaire. Mais tandis qu'il lui répondait, Roland sentait ses pensées s'agiter. Il savait que Nightingale n'était pas son ennemi, mais il ne pouvait pas encore lui accorder toute sa confiance. Avec si peu d'informations sur elle, il lui était impossible de tout révéler. Il reporta son attention sur son brouillon du moment, la conception des armes à feu. Contrairement à la machine à vapeur, leur fabrication ne demandait pas autant de connaissances technologiques, mais elle pouvait s'avérer terriblement dangereuse entre de mauvaises mains. Il ne pouvait se permettre que la méthode de fabrication tombe entre les mains de n'importe qui. Mais sa dernière découverte le laissait perplexe. Il venait d'apprendre que les nobles utilisaient du salpêtre, un ingrédient clé dans la fabrication de la poudre à canon pour refroidir leurs boissons. Intrigué par la mention de l'association des sorcières, Roland tourna la tête vers Nightingale et d'une voix hésitante lui demanda « Est-ce qu'ils forment aussi des assassins ?» Il se demandait si le passé de Nightingale cachait plus qu'elle ne voulait bien le laisser croire. Dès qu'il mentionna l'association, son expression s'assombrit. Elle baissa la voix. « Nous sommes juste un groupe de gens misérables qui se sont rassemblés par nécessité. » Elle marqua une pause, le regard perdu. « J'ai rejoint l'association il y a 2 ans. Je cherchais un refuge, un endroit où exister. » Roland hésita avant de poser la question qui le taraudait depuis un moment. « As-tu déjà travaillé pour quelqu'un d'autre avant moi ?» Il voulait savoir si d'autres étaient prêts à recueillir des sorcières comme elle. Un silence pesant s'installa. Nightingale baissa les yeux, sa voix plus faible encore. « Si je n'avais pas été utile, on m'aurait tué. » Elle n'en dit pas plus. « Continue, » l'encouragea Roland. Elle eut un sourire nerveux, mal à l'aise. Elle n'aimait visiblement pas parler de son passé. « Je peux te garantir une chose, » dit-elle après un moment. « Je n'ai travaillé pour personne ces 5 dernières années, mais je comprends tes inquiétudes. » Roland sentit qu'il y avait encore beaucoup à découvrir sur elle, mais il décida de ne pas insister. Après 5 jours d'un travail acharné, il acheva enfin son premier pistolet à silex. L'arme était une prouesse d'ingénierie, mais il savait que le véritable défi commençait à peine. Il comptait utiliser sa machine à vapeur pour produire en masse les pièces et les canons, mais il se rendit vite compte que l'engin n'était pas à la hauteur de la tâche. Tout le reste devait être fabriqué à la main, ce qui ralentissait considérablement le processus. Faisant rapidement ses calculs, Roland estima qu'au rythme actuel, il ne pourrait produire que 4 pistolets avant le mois des démons. Lorsqu'il présenta fièrement son invention, les yeux de Carter s'agrandirent de curiosité. Il observa l'arme avec fascination, intrigué par son apparence singulière. Comment un tel objet pourrait-il rivaliser avec les monstres? Roland répondit d'un ton calme, mais surprenant. Je vais sélectionner les meilleurs chasseurs de la ville frontière et en faire une unité spécialisée. Ce seront eux qui manieront les pistolets. À ces mots, Carter fronça les sourcils, perplexe. Pourquoi des chasseurs? Pourquoi pas les patrouilleurs? Roland marqua un temps d'arrêt, repensant aux récents échecs de la patrouille. Il n'était pas certain qu'il soit capable de manier son invention avec efficacité.